questions mémorielles et éducation artistique et culturelle. L'intégration des questions mémorielles dans l'éducation artistique et culturelle permet de mieux comprendre l'histoire et de développer une mémoire collective. Elle favorise la sensibilité, la réflexion critique et l'engagement des élèves à travers des pratiques artistiques et culturelles telles que les rencontres avec des artistes, les visites de lieux de mémoire et de commémoration, et les lieux ressources et de conservation comme les archives et les musées. Les apports de l'EAC dans l'appropriation des questions mémorielles sont multiples. Une approche interdisciplinaire, sensible et émotionnelle, un développement de la créativité et de l'esprit critique sur les enjeux mémoriels, une incarnation de la mémoire à travers les différentes formes d'art pour mieux la comprendre et se l'approprier, une sensibilisation aux débats contemporains liés à la mémoire collective et aux identités par une démarche réflexive, des démarches d'engagement et de transmission. Concours et dispositifs comme le concours national de la résistance et de la déportation, le concours Flamme de l'égalité, mais aussi structures et partenaires du champ mémoriel, permettent une mobilisation éducative autour de thèmes majeurs, guerre mondiale, esclavage, guerre d'Algérie, immigration ou terrorisme. En croisant histoire, culture et engagement citoyen, l'éducation artistique et culturelle contribue à la transmission de la mémoire et à la construction d'une identité collective fondée sur des valeurs partagées. Podcast réalisé dans le cadre d'une journée de formation des enseignants par la DRAEAC Bretagne au pôle de l'Étang Neuf, musée de la Résistance en Argoat, le 11 mars 2025. Donc en juillet 1944, la décision est prise de fonder un maquis dans ce bois. L'objectif étant de fixer les divisions allemandes qui sont encore en Bretagne pour leur éviter de rejoindre la Normandie et les armées qui combattent suite au débarquement. Donc c'est le lieutenant Robert, qui est du Special Air Service, SAS, qui est chargé de commander ce maquis, qui s'installe donc ici début juillet 1944, qui va être armé, organisé militairement, et mener diverses actions de sabotage à différents endroits, par exemple le dépôt de carburant de Saint-Brieuc, des choses comme ça. On ne peut pas ne pas parler de la mémoire, car seul existent des mémoires. Et ça, on le sait tous, alors qu'il y a une histoire. Voilà. Michael Bourlet, ancien officier, docteur en histoire et professeur agrégé d'histoire. Voilà. Donc, exemple, on sait qu'il y a une histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais on sait qu'il y a des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. On parle de la mémoire des résistances, la mémoire des Juifs, la mémoire des déportés, la mémoire des anciens combattants. Dans cette mémoire des anciens combattants, qui n'existe quasiment plus maintenant, on va avoir la mémoire des prisonniers de guerre, on va avoir la mémoire en fait des gens qui ont combattu en 40, la mémoire des gens qui ont combattu pour la France libre, la mémoire des gens qui ont collaboré, la mémoire des gens qui ont combattu pour Vichy. En fait, donc on a en fait une histoire de la Première Guerre mondiale, mais on a une grande diversité de mémoire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ne pas confondre la démarche historique avec le fameux devoir de mémoire. Troisième point, ne pas aligner, je dirais, le raisonnement historique sur le discours et les projets d'un groupe particulier et de sa mémoire. C'est-à-dire, on ne peut pas confondre une mémoire, parmi d'autres, avec l'histoire. Quatrième point qui me semble important de ne pas confondre, c'est ne pas confondre le débat historiographique avec un débat éthique ou moral, qui en plus peut produire une forme de stigmatisation, je dirais, sans nuance de tel ou tel acteur. Alors, cinquième point, ne pas produire un discours de stigmatisation des mémoires sans voir le rôle qu'elles peuvent jouer aussi comme matériau, source pour l'histoire, et aussi comme facteur d'intégration des sociétés. Donc ça, c'est un peu mes 5 grandes règles, je dirais, mais qu'on retrouve dans beaucoup de travaux d'historiens, en fait, qu'il faut connaître avant de pouvoir, je dirais, évoquer ces questions d'histoire et de mémoire. Donc, pendant que le maquis existe, il y a un lien entre le maquis et l'auberge donc, que vous apercevrez mieux en ressortant, qui est ici sur la gauche, puisque la propriétaire de l'auberge, en mettant ou en enlevant son linge,
signalait la présence d'Allemands dans le coin et donc aux maquisards qu'il ne fallait pas se montrer. Par conséquent, on peut dire que l'histoire, c'est une science humaine et sociale. Elle est le fruit de la rationalité, elle vise à reconstituer, et ça moi j'adore cette image, reconstituer intellectuellement le passé et à comprendre les hommes dans le passé. Ça c'est important, hein, parce qu'on a tendance aussi à regarder parfois le passé avec notre regard actuel. L'histoire traite du passé, parfois proche, on appelle ça l'histoire du temps présent, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. L'histoire c'est de la connaissance, c'est toujours un compte rendu partiel, sinon partial, des événements passés. Donc l'historien c'est un savant, il se tient toujours à distance de son sujet d'étude. Il y a un mot, ça c'est Jean-Jacques Becker qui nous l'avait dit quand j'étais étudiant, il a dit en fait on est tous des révisionnistes, au sens propre du terme. Et ça c'est important de le comprendre. Mais à ne pas confondre avec le mot négationniste. Et nous, parfois on est confronté à des difficultés lorsqu'on parle avec les élèves. Un négationniste, lui, il nie l'existence des chambres à gaz. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'il nie l'existence du génocide des Juifs et il prétend réviser l'histoire. Et donc, les négationnistes se qualifient eux-mêmes de révisionnistes, donc ce qui ruine le mot. Mais un historien, par définition, révise ce qu'ont écrit les prédécesseurs, parce qu'il y a des nouvelles sources, parce qu'il y a tout un tas de nouveaux éléments qui permettent de changer le regard que nous avons sur le passé. Alors, comment on peut expliquer ce renouvellement de l'histoire? Il y a plusieurs raisons. La découverte de nouvelles sources. Alors, il y a aussi l'apparition de nouveaux champs de recherche. Ça, je ne vous apprends rien. Hein, par exemple, les recherches consacrées au genre ou aux femmes, en fait, aujourd'hui, ont considérablement renouvelé les choses, et nous, on le voit même à travers nos programmes d'histoire. Enseigner aux lampes de gouges aujourd'hui, ça ne se faisait pas il y a 30 ans, par exemple. Ensuite, il y a l'emploi de nouvelles technologies et de nouvelles techniques. Alors ça, on y pense assez peu. Bon, il y a l'informatique, l'Internet. Alors, je cite un autre exemple qui est assez peu connu, hein, c'est les techniques du LIDAR, je ne sais pas si vous connaissez. Le LIDAR, c'est une technique qui permet finalement de faire une photographie d'une zone en la dépouillant de tout ce qui la recouvre. Forêt, immeubles. Et donc, par exemple, ça nous a permis de retrouver, pour Verdun, tous les tracés de tranchées, de positions, en fait, qu'on ne voit plus maintenant, hein, mais y compris les galeries souterraines. Et puis demain, on se pose la question de l'IA. Et en fait, ça, l'IA, dans notre métier, déjà, nous, même en utilisant DeepL par exemple, on utilise quelque part de l'IA. Là, j'ai fait dans mon livre de photos, on a travaillé beaucoup avec l'IA. Ça a permis de faire des convergences entre des visages sur différentes photos. Donc on a pu retrouver parmi des milliers de photos, grâce à l'IA, le même personnage sur plusieurs photos. Vous l'avez bien compris, le métier d'historien consiste à essayer de rechercher des sources, mais ça n'est pas la seule motivation du métier d'historien. La part essentielle, même je dirais, de son métier, c'est de mettre en œuvre une méthode en fait, de recherche, de critique et d'interprétation des sources. Donc ça, vous connaissez, je pense. Hein. C'est un travail qui correspond aux deux premiers des 3 temps de l'entreprise historienne, tel que l'a défini Paul Ricoeur, hein, c'est-à-dire la transformation des documents en témoignages, la tentative d'explication et de compréhension de ces documents, et puis enfin la représentation historienne par le jeu de l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup, de plus en plus dans le travail des historiens, écrire quelque chose de bien écrit. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, le lieutenant Robert décide de racheter les ruines de l'auberge qui a été incendiée le 27 juillet 1944. Donc il rachète ces ruines qu'il lègue à sa mort à la mairie de Saint-Connan, à charge pour cette mairie de créer un musée à proximité de l'auberge et des lieux du maquis. Donc le lieutenant Robert avait une envie de mémoire, de garder la mémoire des combattants, mais ce n'est pas lui le premier qui a eu l'idée de le faire, puisqu'en fait, dès 1945, il y a une volonté de conserver la mémoire des faits qui se sont déroulés dans le maquis, avec l'élévation d'une stèle à la mémoire des 13 maquisards décédés. Peut-être qu'en venant de Saint-Brieuc, vous l'avez aperçue, vous êtes passé devant, elle est vraiment tout en haut de la côte là-bas. Donc cette stèle, tous les ans, à la fin juillet, accueille une cérémonie de commémoration. Et à l'occasion de l'inauguration de cette stèle, donc en août 1945, l'un des photographes qui faisait aussi un petit peu de cinéma, qui s'appelle Anselme Delattre à Guingamp, avec son fils Guy, il décide de filmer une reconstitution des combats qui ont eu lieu en juillet 1944. Cette reconstitution se déroule dans le bois. Elle met en scène les anciens maquisards dans leur propre rôle et d'autres personnes qui vont jouer les soldats allemands.
Alors, après avoir vu cet aspect, enfin l'histoire, c'était quoi? Et bien maintenant, on va essayer de voir brièvement de quoi parle-t-on quand on parle des mémoires. Voilà, vous le savez tous, le passé laisse des traces. Ces traces sont susceptibles, en général, d'unir ou de diviser les hommes. Pourquoi? Parce que les mémoires sont souvent, et ça on a du mal à on le sait, mais on a du mal à le dire en fait. Les mémoires sont douloureuses, elles sont souvent occultées, elles sont souvent passionnées, partielles, instrumentalisées ou officialisées. Bon, dans tous les cas, les mémoires sont un discours, une représentation subjective du passé, qui donne du sens au présent pour les gens qui vivent cette mémoire. Les mémoires, elles relèvent d'un rapport, je dirais, personnel, affectif aux événements du passé, ce qui n'est pas le cas pour un historien en fait. Hein, voilà. Et puis elles révèlent aussi la présence du passé dans nos vies en fait. Finalement, tout le monde a un peu des mémoires en fait. On les cultive d'une manière différente, et ça fait partie de nous tous. Ouais. Alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais on a observé quand même une différence entre ce que l'on pouvait voir autrefois et ce que l'on peut voir aujourd'hui. Autrefois, les mémoires étaient centrées principalement sur les figures héroïques, les grands faits de l'histoire de France. Alors aujourd'hui, la mémoire privilégie plutôt, même si on va peut-être assister à des changements là, les victimes de la guerre ou les victimes de grands crimes. Voilà. Nous, c'est ce qu'on enseigne beaucoup en fait aujourd'hui. Le génocide, tziganes, arméniens, juifs, etc. Alors, dans les sociétés contemporaines, et en particulier occidentales, les mémoires occupent une place grandissante. Elles semblent même avoir tout envahi, hein, pour souvent. Elles sont culturelles, historiques, artistiques, philosophiques. Hein. Elles peuvent se montrer exclusives. Elles peuvent susciter ou prolonger des conflits. Bon, le cas de la guerre d'Algérie est typique hein, sur ça. Hein. Elles peuvent aussi nuire à ce que beaucoup appellent le fameux vivre ensemble. Bah, par exemple, les mémoires peuvent nourrir le conflit entre les États. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est le cas notamment des relations entre la France et l'Algérie. Alors, elles peuvent aussi nourrir le conflit au sein même d'un État. Et je reprends mon exemple de l'Algérie. En France, on a la mémoire des anciens combattants de l'Algérie. Il y en a encore beaucoup, en fait. On a la mémoire des anciens combattants, des pieds noirs, des harkis, des populations d'origine algérienne qui vivent en France, des Algériens aussi en Algérie. Donc, on a aussi tout un tas de mémoires, en fait, hein, qui, pour l'Algérie, ce qui n'est pas le cas pour l'Indochine, par exemple, mais pour l'Algérie, hein, qui est encore très, très tendue. On le sait beaucoup aujourd'hui aussi, hein, les mémoires sont aussi capables de susciter la résistance à l'oppression, de sauver même une minorité, d'assurer la cohésion des groupes sociaux ou politiques. Hein, c'est le cas des mémoires ouvrières, par exemple. Hein, c'est le cas aussi du mouvement et des mémoires féministes, par exemple. Mais c'est le cas aussi dans une société ou dans une nation quand on parle du récit national. Et le roman national ou le récit national, en fait, on en parle encore aujourd'hui, en fait. Hein, voilà. Aujourd'hui en France, et ça c'est important d'évoquer ça, il existe une politique mémorielle. Donc c'est quoi une politique mémorielle? C'est un ensemble de moyens qui sont mis en œuvre par les pouvoirs publics pour, je dirais, entretenir, commémorer le souvenir d'un événement, d'une personnalité, d'un groupe de personnes. Et donc on va retrouver ça dans les musées, les mémoriaux, les cérémonies, l'action éducative. On parle également aussi de devoir de mémoire dans cette affaire. Donc c'est une expression qui est toute neuve, hein, qui est apparue dans les années 90, et qui désigne l'obligation même d'entretenir le souvenir des souffrances endurées. On est toujours dans cette mémoire douloureuse. Hein. Donc obligation d'entretenir le souvenir des souffrances endurées par les victimes. Mais il y a aussi une dimension, réparer le préjudice moral et matériel qu'elles ont subi. Inévitablement, ces mémoires sont en tension avec le travail des historiens, qui doit lui-même s'affranchir en fait des mémoires. Les deux différences majeures entre histoire et mémoire, enfin les grandes différences, pardon, hein, le récit produit, récit objectif, récit subjectif, approche scientifique, voilà, approche affective, donc c'est plus compliqué, méthode critique, méthode sélective, source historique, souvenir, ça j'en ai pas beaucoup parlé mais c'est une dimension importante dans les mémoires. Et puis expliquer le passé, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer quand j'en parlais dans ma première partie. Et puis ensuite, pour les mémoires, c'est faire revivre le passé. Voilà. L'idée de cette galerie, c'est donc de fait pas d'exposition permanente,
que de la temporaire. Et on est sur une dynamique d'environ 3 à 4 expositions par an, sachant que dans le cadre des projets EAC, on y reviendra un petit peu cet après-midi, quand c'est de l'art plastique ou de l'artistique, souvent on expose à l'issue dans la galerie. Donc l'objectif était aussi peut-être de faire du lien entre, pour rebondir sur ce qu'a fait, ce que nous a dit Michael Bourlet ce matin, de faire finalement un peu le lien entre mémoire et éducation artistique et culturelle. Et le lien n'est pas si simple que ça à faire. Hélène Lecouvet-Guérin, professeure d'histoire et d'enseignement moral et civique au collège Chambard-de-Laux de Paimpol, conseillère patrimoine et mémoire et culture régionale de la DRAEAC Bretagne. Il faut savoir qu'avant, il y avait 7 domaines de l'éducation artistique et culturelle. Et depuis 3 ans, maintenant, il y a un 8e qui s'appelle mémoire et histoire. Et la difficulté, évidemment, c'est de lier mémoire et éducation artistique dans ces 3 piliers qui sont évidemment fréquentés, connaître, pratiquer. La question que je me suis posée aussi, c'est en fait quelle est la plus-value de l'éducation artistique par rapport à ces questions et ces appropriations de questions de mémoire. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que nous, on peut apporter dans notre pratique d'éducation artistique et culturelle? Et quelle est la place aussi de la pratique artistique? Alors, je ne veux pas trop m'appesantir parce que vous allez avoir des exemples justement sur quelle peut être la place de la pratique artistique dans l'appropriation de ces questions de mémoire. Il y a une chose qui peut être aussi, moi j'ai un petit peu repris quelques éléments, c'est aussi, qui est une réflexion aussi qu'on a peut-être tous, c'est l'idée que chez nos élèves il y a une perte des mémoires familiales. Quand il y a eu la grande collecte de la Première Guerre mondiale, c'est une chose qui m'a frappée. Parce que c'était pas si loin que ça dans leur généalogie. Et finalement, ils ne savaient pas si leur arrière-grand-père avait fait la guerre, pas la guerre. Enfin voilà, ça c'est une chose qui peut être aussi frappant, c'est que en fait, les mémoires familiales ne se transmettent pas autant qu'on pourrait le croire maintenant. Enfin, moi, c'est une question que je pose. Voilà. Il faudrait une étude sociologique voilà, par rapport à ça, mais c'est un constat que je fais. Après, est-ce que l'éducation artistique et culturelle va permettre d'apaiser les mémoires? Ça aussi, on va voir, en fait, finalement. Est-ce que ça peut apaiser ces fameuses mémoires fracturées que l'on peut trouver? Dans ce qui est dans la demande institutionnelle, ce qui est important, c'est que il est dit qu'il y a la construction du vivre ensemble. C'est-à-dire que quand on va créer mémoire et éducation artistique et culturelle, on va permettre peut-être de vivre ensemble et d'apaiser justement les tensions dans une société, en sachant que chaque groupe, chaque culture privilégie ses propres mémoires, mais également selon l'époque et selon les volontés politiques, ça on connaît ça par cœur. Alors, qu'est-ce que ça implique ce croisement dans notre enseignement et en tout cas dans l'éducation artistique et culturelle? Alors, la politique institutionnelle, enfin, nous dit qu'il faut qu'on mène des actions d'éducation artistique et culturelle en visant à sensibiliser les élèves aux moments clés de l'histoire. Donc, contribuant, et ça aussi, c'est une question qui a été un petit peu abordée par Michael Bourlet, mais qui est quand même, sur laquelle on pourrait débattre, contribuant ainsi à la construction d'une mémoire collective. Est-ce qu'on peut construire une mémoire collective? Et ces actions, ils se déclinent par des commémorations, des visites de lieux de mémoire. Voilà, c'est ce qui est absolument ce qui est dit. Là aussi, l'éducation artistique et culturelle, elle apporte aussi une approche à l'esprit critique. C'est-à-dire que les élèves sont encouragés à développer leur sensibilité et leur esprit critique indispensable pour aborder les enjeux de mémoire. Ce qu'apporte aussi l'EAC, c'est une approche interdisciplinaire. C'est-à-dire on peut toucher des enjeux historiques, mais aussi également culturels et artistiques. Et ça, c'est ce qui peut aussi faire comprendre qu'il y ait ce croisement. Il y a aussi l'idée de faire vivre les mémoires, mais aussi permettre à nos élèves d'engager une réflexion sur des questions complexes, en fait.
Hein. On a vu la somme des mémoires, les mémoires qui s'opposent, voilà, les tensions qui peuvent exister. Donc ça, c'est vrai que ça peut aider, l'éducation artistique et culturelle peut aider ceci. Il y a aussi dans les croisements de l'enseignement moral et civique deux domaines qui peuvent vraiment se rentrer dans ce domaine-là, dans cette démarche-là, c'est la sensibilité et l'engagement. Je pense que c'est surtout sur ces deux éléments-là qu'il y a un apport de l'éducation artistique et culturelle. Sensible, ça peut être la rencontre avec un artiste, on va vous en donner un exemple. Ça peut être aussi faire preuve d'empathie, tout simplement. Et on va le voir comment, en fait. Et aussi la capacité aussi de s'indigner. On peut aussi apporter cette idée du sensible. L'engagement, oui, ça peut aussi, pour nos élèves, permettre aux élèves de s'engager dans des actions, dans l'idée de créer, de réfléchir et de communiquer justement sur ces actions d'éducation artistique et culturelle et de s'engager sur une réflexion de soi par rapport au passé et du passé par rapport à soi. Voilà. Alors, l'EAC, comme je dis, c'est une autre pratique. Qu'est-ce que c'est par rapport aux 3 piliers? C'est apprendre, forcément. On ne peut pas comprendre les enjeux de mémoire si on ne connaît pas. Ça, c'est évident. Rencontrer. Alors, rencontrer, on sait que nos témoins, ils disparaissent, nos témoins directs disparaissent de plus en plus. Donc, les rencontres, ils peuvent se faire à 2 niveaux. D'abord, par des passeurs de mémoire. De plus en plus, on est dans des passeurs de mémoire. Je prends l'exemple de Marie Chombardelot, qui est toujours vivante, qui a 101 ans et bientôt 102, mais qui est dans sa maison de retraite aux Invalides et que, voilà, elle est maintenant extrêmement âgée, donc elle ne se déplace plus. Et celle qui passe la mémoire, c'est sa petite fille, qui a écrit un livre, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur sa grand-mère. Donc ça aussi, c'est passeur de mémoire, ça c'est très important, parce qu'on peut travailler aussi sur l'idée de pourquoi la petite fille de Madame Chombardelot décide de prendre cette mémoire en charge. Il est évident la rencontre des lieux de mémoire. Le fait de venir dans un musée comme celui ici aujourd'hui, c'est aussi rencontrer, faire une rencontre avec la mémoire. Voilà. La pratique. Alors, qu'est-ce que c'est? Toujours la pratique du patrimoine. Pratiquer, mais ce serait participer à des journées de commémoration, dont vous avez eu la liste extrêmement exhaustive, mais qui n'est pas du tout la liste de l'éducation nationale. Vous irez la voir sur Eduscol, j'ai mis un lien là-dessus. Aller dans des lieux de mémoire, c'est aussi pratiquer. Voilà. Et aller aussi dans des lieux de conservation. Ici, il y a des représentants des archives, des services historiques de la Défense. Donc, forcément, là, on est dans cette idée de conservation. Alors, si je reviens un petit peu plus sur la plus-value de l'éducation artistique et culturelle par rapport à ces questions de mémoire, c'est déjà, je pense, la première chose, c'est rentrer par la sensibilité et les émotions. Je me souviens d'un voyage avec mes parents en Auvergne. Alors, c'est de l'histoire, c'est sur le volcanisme, mais je me souviens que j'avais adoré ce voyage et adoré en particulier un film qui racontait l'histoire des volcans. Gaël Demanet, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique au collège Jean Racine à Saint-Brieuc. Professeur relais de la DRAEAC Bretagne auprès du Musée de la Résistance en Argoat et de la Galerie d'art Livandour à Saint-Connan. Alors c'est sûr que c'est pas de la mémoire humaine, mais ça m'avait passionnée. Et en fait, moi, je crois que c'est un peu pour ça que j'ai choisi d'enseigner l'histoire, parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Et les histoires font l'histoire en quelque sorte. Les petites histoires individuelles et les choses que nous racontent les anciens, c'est aussi l'histoire, quoi. Et ma grand-mère et mes 2 grands-mères me racontaient des petites anecdotes sur la Deuxième Guerre mondiale et ça résonne aussi dans la construction, dans ma construction à moi en tout cas, et peut-être un petit peu dans le métier que j'ai choisi. En fait, faire de l'éducation artistique et culturelle, faire de la rencontre, faire de la pratique artistique. Hélène Lecouvet-Guérin. Eh bien, ça permet peut-être de faire le pas de côté nécessaire pour rentrer dans le travail de mémoire et pour l'interroger. Voilà. Voilà, c'est une espèce de mise à distance qui peut être aussi utile. On incarner la mémoire et ses acteurs. Tu vois, qui rentrer par les récits. Eh bien, c'est aussi quelque part une idée d'incarnation. Voilà, c'est l'idée de l'incarnation. S'approprier aussi les questions de mémoire et qu'en fait, la pratique artistique, elle permet de soulever les questions de l'engagement. Donc c'est une résidence d'artistes qui a été menée en 2019 avec 15 élèves du bac pro MELEC
Gaëlle Demanet. Donc ces métiers de l'électricité et de ces environnements connectés qui étaient scolarisés au lycée Jules Verne de Guingamp. Les 2 résidences dont on vient de parler concernaient vraiment le territoire du Kreisbreizh ici, mais les plus anciennes résidences se sont régulièrement faites avec Jules Verne Guingamp. Donc celle-ci, c'était le cas. Sophie Zénon, c'est une artiste photographe qui avait l'habitude d'exposer, et je crois qu'elle avait déjà travaillé avec des élèves avant de venir ici, mais j'en mettrai pas ma main au feu, donc voilà, à vérifier. Il y avait un partenariat entre donc, le musée de la Résistance, l'imagerie de Lannion. Il n'y avait pas Gwynsegal aussi là-dedans? Non, c'est Blofux. Ah, c'était pour Blofux, je me trompe. Et donc le lycée Jules Verne. Donc Sophie Zénon a été exposée à un moment à l'imagerie à Lannion. Donc les élèves sont allés visiter son exposition pour voir son travail. Ah, c'était avec la Cinémathèque de Brest parce qu'en fait Sophie Zénon a utilisé des photogrammes du film de Guy et Anselme Delattre dont je vous ai parlé ce matin, le film de la reconstitution des combats du Maquis du 5 août 1945. Donc, comme ce film est conservé à la Cinémathèque de Brest, l'objectif c'était de faire prendre des photos aux jeunes, mais pas seulement, puisqu'ils ont aussi réfléchi et rédigé des textes. Ils avaient chacun 2 textes à rédiger, un texte sur la vie d'un maquisard, c'était un texte d'imagination en partant d'un personnage réel. Ce texte pouvait prendre n'importe quelle forme. Ça pouvait être une lettre, ça pouvait être autre chose, comme les élèves le souhaitaient. Et le second texte que les élèves devaient rédiger, c'était un texte sur leurs rêves. Ça a donné lieu à la création d'un livre d'artistes dont vous avez les photographies dans le dossier que j'ai fait passer. Et donc tous les livres, vous avez vu sur la photo, étaient exposés sur une table dans la grande salle vitrée dans laquelle on a commencé tout à l'heure quand j'ai commencé mon intervention. C'était à cet endroit-là. Donc au recto, il y avait ça traitait du passé avec les portraits de résistants, légendés selon le thème de leur engagement, et au verso, il y avait la question « Aujourd'hui et demain, pourquoi s'engager et autour de quelle cause ?» Et donc là, les élèves ont pu rédiger et avaient collé les textes qu'ils avaient rédigés. L'idée étant de lier le visuel et les textes. En plus des photogrammes du film, Sophie Zénon était allée prendre des photographies d'élèves dans le bois. Donc je crois qu'on en voit aussi dans les photos que je vous ai fait passer. Ce qui voulait dire aussi pour les élèves réfléchir au droit à l'image et donc prendre conscience qu'on ne pouvait pas photographier n'importe qui sans son accord. Il y a eu aussi une demande d'autorisation de captation de la voix. Voilà, donc cette résidence d'artistes a intégré plusieurs professeurs du lycée. Le professeur de physique et de mathématiques pour l'optique, puisqu'ils ont aussi également travaillé sur comment fonctionne un appareil photo. La professeure de français pour les lectures de portraits de résistants, des lectures qui ont eu lieu en classe mais aussi dans la forêt, et les professeurs d'art appliqué. Donc le travail a été réellement bien abouti et a donné lieu donc à la fois à l'exposition des travaux des élèves, mais aussi à une exposition de Sophie Zénon qui est restée du 15 décembre au 15 mars, donc ça devait être 2018-2019 au musée. Et on a gardé longtemps, mais là ça a été enlevé, sur les vitres, des filtres, mais qui étaient en réalité des photogrammes du film de Delattre. Donc là, c'était une résidence d'artistes. Bon, c'était les anciennes collègues qui étaient là avant, Liloé et Clémence, qui s'en étaient occupées, mais elle n'a laissé que des bons souvenirs. Parce que pour le coup, avec l'artiste, ça s'était aussi très bien passé. Mais également avec les élèves et les collègues. Et je dis la phrase de l'élève. Oui, vas-y. Dans le maquis, j'ai trouvé plus que des frères. Avoir un espèce d'effet miroir, c'est que, par exemple, ces jeunes qui se sont engagés, comment moi je vais m'engager moi-même. Hélène Lecouvet-Guérin. Voilà, c'est aussi cet effet miroir qui est très important et qui peut interroger nos élèves sur leur propre engagement dans leur société actuelle et leur propre positionnement. Voilà. Et alors là, j'avais mis un point d'interrogation parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est construire une identité commune. Alors là aussi, c'est comme la mémoire collective. L'identité commune, mémoire. Ça, identité commune, ça, on est dans les textes institutionnels. Voilà. Les thèmes qu'on aborde surtout sur mémoire et histoire, si on va voir sur le site EduScol, ce sont les deux grandes guerres, évidemment, la guerre d'Algérie, les génocides,
l'esclavage et les traites négrières et l'immigration. Pour la Première Guerre mondiale, c'est les soldats au front, la société à l'arrière, la collecte du centenaire. Et surtout, l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est les mémoires de la société fracturée aussi. L'histoire de l'immigration, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau en fait dans nos programmes. C'est la mémoire justement d'une société plurielle. L'idée de ce que c'est qu'une identité familiale, d'un patrimoine familial. Et vous avez aussi l'histoire du terrorisme. La place aussi des concours. Il y a évidemment celui que vous connaissez tous, qui est le concours national de la résistance et de la déportation. Mais vous avez aussi un concours qui monte vraiment en puissance, c'est la flamme de l'égalité. Alors ça, je dois avouer qu'on a un nombre de dossiers très très intéressants et très importants sur les traites négrières et les esclavages. Eh ben, j'ai été contactée par Christelle, elle a contacté les archives départementales du Finistère pour nous informer de son souhait de travailler sur une archive qui est l'interrogatoire de Jean Mort. Anne-Laure Abiliou, professeure d'histoire et d'enseignement moral et civique au lycée Jean-Marc Lebrise de Douarnenez, professeur relais aux archives départementales du Finistère. Donc esclave, donc qui vivait à Brest. Et qui a été accusé d'avoir empoisonné son maître et donc jugé, interrogé, jugé, torturé, exécuté. Donc il fallait organiser une rencontre avec cette archive et on a réussi à trouver une manière de le faire en lui proposant, puisqu'elle devait faire aussi des ateliers avec les archives municipales de Brest, que peut-être à cette occasion-là, on pourrait sortir l'archive qui était dans les fonds des archives départementales. C'est le même lieu, archives départementales annexe de Brest, se trouve aux archives municipales de Brest. Mais le jour où elle est venue avec sa classe aux archives municipales, ils n'ont pas trouvé l'archive Jean Mort. Alors, Donc, on a fait en sorte quand même, parce que c'était vraiment un gros projet, un beau projet, et c'est vrai que c'était dommage qu'il n'ait pas accès à cette archive. Donc, on a fait en sorte d'aller la chercher avec ma collègue et d'aller dans l'école primaire, du coup, pour qu'elle puisse rencontrer cette archive avec ses élèves de 4e, mais aussi les élèves de primaire qui ont participé à ce projet. Là, l'éducation artistique et culturelle, ces questions de mémoire ont toute leur place dans le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les discriminations liées aux origines, qui est un plan 2023-2026, avec l'obligation qu'un élève, tout au long de son parcours d'élève, aille au moins une fois visiter un lieu de mémoire. L'éducation artistique et culturelle joue un rôle fondamental dans la transmission des questions mémorielles. En sensibilisant les jeunes générations à l'importance de toutes les mémoires, collectives comme individuelles, l'EAC permet de rendre les événements mémoriels plus accessibles, engageants et compréhensibles par des pratiques artistiques et culturelles. L'EAC propose, en s'appuyant sur ces 3 piliers, des mises en activité qui favorisent cette transmission. La création artistique encourage les élèves à s'exprimer pour faire résonner les mémoires de manière personnelle et créative. Les visites d'expositions et de musées, des séances aux archives permettent de découvrir l'histoire et les événements mémoriels de façon vivante et concrète en alliant réflexion et émotion. Le cinéma et les arts visuels sont puissants pour aborder les questions mémorielles en présentant des témoignages, des reconstitutions historiques ou des récits fictifs inspirés de faits réels. Les discussions et les débats offrent un espace de réflexion et de confrontation des points de vue sur les événements du passé et leurs interprétations aujourd'hui. La mobilisation des moyens de l'information et de la communication par les élèves permettent de partager, de diffuser ce travail d'histoire et de mémoire et permet de valoriser toutes les formes d'engagement. L'EAC, à travers ses pratiques et ses dispositifs, facilite l'appropriation des mémoires collectives. Elle aide les élèves à mieux comprendre les enjeux des questions mémorielles et à réfléchir sur les implications éthiques et sociales de l'oubli ou de la distorsion des événements historiques. Elle participe ainsi à
à la construction de l'identité individuelle et collective. Ce travail de mémoire, qui implique de se souvenir et de transmettre le passé pour éviter ses erreurs, est nourri par l'EAC, qui encourage une réflexion critique sur l'histoire et ses répercussions sur le présent, l'avenir et un engagement citoyen. Pour poursuivre cette écoute, nous vous proposons la consultation du kit l'EAC réparatrice des mémoires fracturées, le cas des mémoires de l'esclavage dans le cadre du concours La Flamme de l'égalité à retrouver sur l'établi de l'INSEAC. Remerciements à Gaël Demanet, Michael Bourlet, Hélène Lecouvet-Guérin, Anne-Laure Abiliou.